C'est l'heure du book haul. On est parti. Hop, 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 hop sous les fesses. Le retour caméra, on est bon. Hello mes gars, je vous retrouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 41, 42, 43. On a 43 livres à passer en revue. On y va? Il s'est effectivement passé 5 mois, je crois, depuis le dernier book haul. Donc, mon chariot à livres entrants s'est bien rempli. Il était temps que je vide tout ça pour pouvoir aller les ranger là où j'ai besoin de les ranger dans mes bibliothèques. Et pour cela, il faut que je vous présente tout, bien sûr, avant. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on va commencer par les BD, puis il y aura les romans en anglais, puis les romans en français. Je pioche donc dans mon petit chariot à côté de moi la première BD et il s'agit des racontages de Monsieur Perrault. Je vous avais présenté la BD d'automne, les racontages de Monsieur Perrault. Là, le 2, c'est Faits divers. Je ne sais plus quel était le titre du tome 1 qui est automne, mais peu importe, c'était l'automne. Ah, si, je peux le voir là. C'était celui-là. Note d'automne. Et on voit qu'il y a 4 tomes qui sont prévus, évidemment, pour les 4 saisons. Celui-ci, c'est celui d'hiver. Là, on a tempête de neige ces derniers jours au Canada. Ça va être le moment parfait pour moi pour pouvoir le lire. Bon, vous êtes peut-être plus proche du printemps. Moi, vous savez, le printemps, c'est pas avant mi-mai, fin mai. Donc, voire début juin, des fois. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout en retard pour moi. Pour mon climat canadien... Comme dans le tome 1, on va donc rencontrer des petits personnages qui ne sont pas forcément ceux des contes de Monsieur Perrault. Il y en a de plusieurs contes mélangés, de plusieurs auteurs de contes. Et ils vivent au milieu de la forêt. Et voilà, c'est le petit quotidien de ces mignonneries. J'adore les dessins, je trouve ça choupinou à souhait. Je m'étais régalée pour le tome 1. Et là, eh bien, écoutez, comment vous dire, je pense qu'il va se passer exactement la même chose pour le tome 2. Je vous en reparle de toute façon dans un point lecture parce que oui, là, j'ai beaucoup de points lecture à rattraper parce que je n'en ai pas fait depuis des mois. Voilà. Je me suis ensuite acheté Le Royaume de Blanchefleur. Je suis tombée sur cette très grande BD que j'ai achetée un peu abîmée, mais parce qu'elle traînait depuis longtemps dans les rayons, à mon avis. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir la retrouver facilement. Dépôt légal août 2019. Donc, je vous la présente, mais je ne sais pas si elle est dispo, n'est-ce pas? Je l'ai d'ailleurs déjà lue et ça fait tellement plusieurs mois que je ne me rappelle plus très bien de ce que j'ai lu. Si bien que pour vous en faire un résumé, il va falloir que je refeuillette ça un peu plus profondément, un peu plus intensément, un peu plus... Bon, voilà. Avant de vous faire le point lecture, pour me rafraîchir les idées. C'est fou que je me rappelle plus de l'histoire. Si, je me rappelle qu'elle veut construire une petite échoppe. C'est la fille du roi qui a été sauvée des flammes par quelqu'un. Alors que le roi qui voulait prendre la place du roi ne voulait pas qu'elle soit sauvée. Enfin bref. Et du coup, elle grandit dans un petit village. C'est un village type médiéval. Elle grandit sans qu'on sache qui c'est. Que c'est la princesse. Ah oui, c'est ça. Et donc là, on a toutes ces péripéties. Elle veut monter sa petite... son bar, là, ou son... C'est un bar? Est-ce que c'était un bar? Ouais, bon, on va dire un bar. C'est pas un café. Oui, un bar. Une taverne. C'est clair. Une taverne. Et voilà, et on va suivre toutes ces péripéties et les bâtons qu'on lui met dans les roues, puisqu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas que c'est la princesse. Et c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Non, mais c'est ça qui est bien avec moi, c'est que j'achète des trucs, puis je les lis, je passe un bon moment, puis je peux les relire, ne serait-ce que quelques mois plus tard, ou un an après, et puis c'est comme si j'avais racheté une nouvelle BD. Rassurez-moi, ça vous le fait? Bon, ça va pas marcher mon affaire, j'ai tout qui tombe. Je vais le mettre là. Ah! Ok. C'est bon? Arrêtez de tomber. Vous me faites peur. Bon. Oh, ça suffit. Ça suffit. Ensuite, j'ai classé ça en BD, mais ce n'est pas vraiment une BD, mais c'est un graphique, donc voilà. C'est donc Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, qui est le cauchemar avant Noël. Comment il s'appelle en français? Le Noël de Monsieur Jack.
qui n'est pas du tout le même titre du coup. Je vous l'avais montré dans un réel d'Halloween et donc je l'ai acheté en novembre et nous sommes en février, donc vous voyez ça commence à dater. Et c'est le petit, voilà, c'est les petites histoires. Bon là j'ai la version en anglais, je crois qu'elle existe en français aussi, où on a les petits, comment ils appellent ça là, les art of the movie. Bon bref, c'est les petites œuvres d'art, là, les petits dessins qui ont permis un petit peu de faire les premières ébauches, les premières idées du film. Ils les ont compilés dans le récit. À Halloween dernier, mais du coup vous l'avez remarqué très certainement si vous me suivez sur Instagram, j'ai été full Jack et Sally, là, Noël de Monsieur Jack. J'ai lu que des romans sur eux, j'ai fait toute la déco sur eux. C'est mon nouvel amour d'Halloween parce que je n'aime pas Halloween, j'aime pas les trucs gore, creepy là, ça me dégoûte. Donc comme mon fils voulait quand même décorer la maison, j'ai fait quelque chose qui convenait à tout le monde, n'est-ce pas? Et je suis du coup tombée en amour avec cet univers, voilà, je l'ai adoré, adoré, adoré. J'en ai lu des romans, des Twisted Tales et notamment Sally's Lament qui sort en français ou qui vient de sortir en français là, sous le titre Les Lamentations de Sally chez Hachette, vous savez avec les Twisted Tales là, je ne sais pas s'ils appellent ça comme ça en français, les contes renversés, enfin bon bref, et c'était très chouette, donc voilà, je me suis pris le petit original, mais c'est un univers que j'aime beaucoup. Ensuite je me suis commandé ceux-ci qui sont du coup le tome 1 et le tome 2 de Darwin, tome 1 à bord du Beagle et tome 2 L'origine des espèces, qui est tout simplement le récit de la traversée sur le Beagle, qui est le bateau de Darwin. J'étais allée voir une exposition sur Darwin et l'évolution des espèces, etc. Enfin, l'évolution, la théorie de l'évolution, les espèces, bref, vous avez compris. J'étais allée voir ça au musée, je m'étais régalée, je l'avais vu 2 fois, cette expo était géniale. Et depuis, du coup, ça me restait en tête. Et quand j'ai vu qu'il existait des BD, qui ne sont pas récentes d'ailleurs, il me semble, sur ce thème, eh bien, ma foi, je me le suis commandé. Et ça va être mes prochaines lectures. J'ai ensuite reçu Les Évasions perdues aux éditions Rue de Sèvres, maison d'édition que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une histoire d'évasion ratée, d'évasion perdue, de mauvais choix stratégiques, mais de bons choix politiques et moraux. Voilà, ça annonce un petit peu la couleur. Enfin, c'est l'histoire d'un camp universitaire avec une fonction négociée entre Vichy et les autorités nazies, former une élite française pour la Nouvelle Europe, née de la victoire allemande. Victoire qu'ils n'ont pas connue, n'est-ce pas? Donc, bon, écoutez, la couleur est annoncée. Je vais découvrir ça. J'aime bien tout ce qui est fait historique. Et j'adore découvrir ça en bande dessinée. Je vous le dis tout le temps. Parce que c'est tellement plus digeste qu'un essai de 700 pages que je ne lirai jamais. Alors qu'en bande dessinée, je trouve que c'est le format absolument idéal. J'ai ensuite reçu Julia la Seule. Je suis tombée amoureuse des dessins, je les trouve trop jolis. Et on nous dit que cette héroïne, elle a d'étranges pouvoirs et des souvenirs d'époques révolues. Donc je pense que c'est une sorte de fantôme, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on nous dit qu'elle va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Mika et qui noie un mystérieux chagrin en travaillant sur des machines détectrices de fantômes. Donc je suppose que la rencontre entre les deux va faire des étincelles. J'ai ensuite lu ceci que j'ai acheté en même temps que le royaume de... Je fais ça parce que je l'ai laissé poser par terre. Que le royaume de Blanche-Fleur dans la même boutique. Et celui-là, il date de quand? Non, celui-là, octobre 2023. Donc il n'est pas si vieux. Je l'ai acheté pour Halloween, donc. Et je me suis régalée. Alors, ce que j'ai le plus aimé dans cette histoire, ce sont les dessins. Et tout le petit univers aussi autour. Vraiment, les dessins, j'ai l'impression... Alors, je sais pas quel est l'auteur, parce que c'est dans la même maison d'édition, dans la même collection que Le Chant des Grenouilles, qui sont... Il y a 2 tomes qui sont sortis, il y a plusieurs tomes qui doivent paraître, qui est une BD que j'ai très très envie de me procurer parce que les dessins... Et là, c'est une histoire d'animaux dans la forêt, que vous avez peut-être vu passer sur d'autres chaînes. Donc là, on n'est pas du tout sur le même type d'histoire. Par contre, c'est exactement le même type de dessin. Donc je ne sais pas si c'est les... mêmes illustrateurs, tristes en commun ou pas. Enfin, en tout cas, on est vraiment dans le même type de dessin. Là, c'était vraiment trop chouette. Et donc, je vous ferai un meilleur résumé quand je ferai le résumé du point lecture, parce que je vais me replonger dans chacun des livres que j'ai lus pour avoir un peu plus de substance et un peu plus de précision à vous apporter. Mais là, on dit, après la visite inattendue de 2 squelettes collecteurs de dernier soupir, c'est ce qu'on voit sur la couverture, Perséphone et son voisin Victor, récemment décédés, sont entraînés dans une course effrénée contre le temps à travers les royaumes muets sur lesquels règne la mort elle-même. Je me rappelle plus des détails de l'histoire, je me rappelle du gros, c'est pour ça que je vous ferai ça dans un point lecture, mais je me rappelle avoir beaucoup aimé. Juste, j'ai trouvé la fin un petit peu
abrupte. Je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça d'un coup, mais par contre je me suis régalée sur tout le voyage, je me suis délectée de chaque dessin. Vraiment, je restais sur les pages une fois que j'avais lu, je repassais tout parce que c'était trop beau. Donc c'est vraiment une BD que j'adore. De toute façon, on le voit rien qu'à la couverture, voilà, on comprend le style de la BD. Et donc je vous en reparle dans un point lecture, mais ce que je sais, c'est que je vous le recommande vivement. Ça aussi c'est déjà lu et donc je vous en reparle aussi dans un prochain point lecture. C'est Les Apprentis du miel et des cailloux. Alors je vous avoue que j'ai pas compris le miel et les cailloux là, parce que ça revient un petit peu cette phrase dans le récit. J'ai pas compris. Donc, disons les apprentis, qui sont donc 4 apprentis qui ont chacun des maîtres, des mentors, puis un jour ces mentors disparaissent et puis c'est eux ils vont se dire, ben là, il s'est passé quoi, ils sont où? Ils vont partir à leur recherche et donc va s'en suivre tout un monde. Wow. Et donc va s'en suivre plein de péripéties. C'était très chouette et d'autant que c'est un one-shot, donc écoutez, vous risquez pas grand-chose. J'ai beaucoup aimé les dessins aussi, ils sont d'une finesse et d'une précision assez je sais pas quoi, assez beaucoup bien. J'ai l'habitude de lire en ce moment beaucoup de grosses BD très paginées, de plus de 200 pages, etc., notamment des BD de non-fiction, et plus il y a de pages, moins les dessins sont raffinés, plus ils sont un petit peu sketch là, comme on dit, un petit peu plus esquisse, il y a moins de détails, on prend moins de temps sur chaque dessin, ce qui est normal, sinon la BD prend 10 ans à produire littéralement. Donc à chaque fois que je retombe du coup sur des BD qui ont des formats plus BD, jeunesse, fiction, je suis souvent re-impressionnée par la qualité des dessins, parce que le nombre de dessins qu'il y a dans une BD, je vous apprends rien, c'est quand même énorme. Et donc voilà, ça me fait à chaque fois le petit choc, mais j'ai été subjuguée par cette couverture qui promet l'aventure qu'elle vous donne pour de vrai. J'ai reçu et lu à Noël avec grand plaisir avec mon fils la BD de l'Avent. Je vous l'avais présentée en réel sur Instagram juste avant Noël pour que vous puissiez vous la procurer, que vous vous rappeliez qu'elle existe ou que vous la découvriez. Ça a été vraiment très cool. J'avoue que tous les jours avant Noël, on ouvrait donc une BD qui durait 3 pages ou quelque chose comme ça, enfin, c'est vraiment très court parce qu'il faut en rentrer 24 dans tout ça. C'est 24 illustrateurs différents et évidemment on en a préféré certaines à d'autres, mais vraiment c'était très chouette chaque soir de Noël, hein, enfin en attendant Noël, d'ouvrir la case et de pouvoir découvrir. Je ne sais pas si elle sera en vente toujours l'année prochaine, je suppose que oui, et où il y en aura une nouvelle qui sortira l'année prochaine. Je suis assez persuadée qu'il y en aura une nouvelle qui sortira l'année prochaine parce que je crois que ça a eu quand même pas mal de succès. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'enthousiasme sur plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, je ne doute pas que le Lombard va en refaire une édition l'année prochaine, à mon avis. Bon, on prend les paris, mais sinon, vous pourrez peut-être vous procurer celle-là l'année prochaine. Moi, ce que je sais, c'est que celle-là, je vais la relire l'année prochaine avec mon fils. Et on va la relire tous les ans parce que, ben, écoutez, en un an, vous avez le temps d'oublier toutes ces mini BD. Et donc, voilà, j'adore le concept, évidemment, et ça, je vous le recommande vivement. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Rue de Sèvres, D'or et d'oreiller. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Enfin, quand j'ai vu la couverture, et alors, les dessins, idem. Et alors, je l'ai lu aussi, et là, je l'ai trouvé merveilleux, mais dans le sens du merveilleux, vous voyez. C'est que, des fois, je ne sais pas si j'ai saisi toutes les nuances de la BD. Je ne saurais même pas vraiment vous faire un résumé, mis à part qu'il y a un château, il y a un, je ne sais plus si c'est un prince, en tout cas, un monsieur qui vit dedans, et il y a plusieurs femmes qui viennent y passer une nuit, et puis il dit non pas elle, au revoir, enfin bon bref, on ne sait pas ce qui se passe la nuit, pourquoi elles se font virer un petit peu après la nuit en disant non mais c'est pas la bonne, jusqu'au jour où cette personne arrive, qui est je crois une servante. Ouh là là, je crois, à croire que je ne l'ai pas lu. Bon, mais il faut vraiment que je fasse un refresh de point lecture. Et donc, il se trouve qu'avec elle, ça va être différent. Et en fait, on a des espèces un peu d'allégories, de choses et d'autres. Et donc, je crois que c'est une adaptation de BD. N'importe quoi. C'est une adaptation de roman en BD. Et donc, souvent, avec les adaptations de romans, et particulièrement avec celui-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de fantastique allégorique. Ça se dit ? Oui, des allégories. Fantastiques allégories que... Bon, vous avez compris, des choses un petit peu abstraites, un peu... Vous voyez la différence entre une peinture réaliste et une peinture abstraite?
Vous n'arrivez pas des fois trop à comprendre c'est quoi ça, qu'est-ce que voulait dire l'auteur, qu'est-ce que je vois à travers le truc. Bon, c'est un peu ça. Et donc, souvent dans les romans comme ça qui sont adaptés... Oh non! Souvent dans les BD qui sont adaptés de romans, comme il faut condenser une histoire à la base longue qui n'a pas été écrite pour de la BD dans une BD, des fois on coupe des choses et des fois on en coupe trop, ou des fois... Donc, des fois c'est pas toujours évident du coup de saisir toutes les nuances de l'histoire qui ont été apportées dans le roman quand on lit la version BD, surtout quand là c'est fantastique allégorique. Bon, on va dire ça, je sais pas si ça se dit vraiment. Mais du coup, je me suis dit, quand j'ai fini cette BD, je me suis dit, il faut absolument que je la relise. Voire, il faut que je lise le roman, puis que je relise la BD peut-être pour l'apprécier pleinement. Parce que c'est comme ce genre de BD qui a un gros potentiel et que vous n'arrivez juste pas à saisir l'essence du truc parce qu'il vous manque des clés de compréhension. Et donc je pense que c'est ce qui s'est passé avec celui-là, donc je le garde précieusement dans ma bibliothèque, je vais le relire, c'est sûr, voire je lirai le roman avant, d'or et d'oreiller, voilà. Parce que j'ai envie de comprendre, quoi. J'ai reçu toujours de la part des éditions de Sèvres une magnifique BD que j'ai lue, celle-là il y a très peu de temps, il y a quelques jours, donc celle-là c'est relativement frais encore dans ma tête, qui arrivait tout abîmée. Pour une si belle BD, j'étais triste. C'est donc Le Château des Étoiles. Ici, c'est la version intégrale de La Conquête de l'espace qui, à la base, d'après ce que j'ai compris, a été publiée en 6 journaux, je ne sais plus comment ils appelaient ça, feuilletons dans des sortes de journaux, là, ou magazines, enfin bon, vous voyez, petit format. Puis ça a été, je crois, après mis en BD de 3 journaux pour faire 2 tomes. Et ça, c'est l'intégrale des 2 tomes. Donc dedans, il y a les 6 journaux. Ils appellent ça journaux? Oui, en journaux. La Gazette du Château des Étoiles. Puis en album, La Conquête de l'espace volume 1 et La Conquête de l'espace volume 2. Et ensuite, il y a aussi un volume 3, 4, 5 et 6. Et comme j'ai adoré celui-là, je voudrais beaucoup les lire. Donc, c'est une BD du coup on va dire que c'est 6 chapitres, les 6 journaux. Et dans les journaux, il y a donc à la fin de chaque chapitre gazette, quoi, enfin chapitre, on va appeler ça des chapitres, vous avez une petite gazette avec des petites... voilà, des coupures de presse du monde en question. Ici, on va être donc dans un univers, je ne sais pas si on peut dire steampunk, c'est de la fantasy, mais en même temps, il y a de la science-fiction parce qu'ils partent dans l'espace, donc on va dire plutôt science-fiction, dans un vaisseau, mais le vaisseau, c'est un peu plus un vaisseau en mode steampunk, un peu, vous voyez, rouage et engrenage, un petit peu pour la forme. Et donc, c'est une espèce de mix des genres, avec un dessin très poétique, vraiment sublime. Et donc on a voilà, toute une quête vers les étoiles, vers le château des étoiles. Il y a un prince un peu énigmatique, il y a 3 enfants qui se lient d'amitié, qui ont chacun une personnalité à eux et qui vont mener la barque et mener l'histoire. Il y a le papa d'un des 3 enfants qui est l'inventeur, en fait l'ingénieur du vaisseau dans lequel ils vont partir. Et ils vont y partir de manière un peu précipitée. Et donc, de péripétie en péripétie, vous allez les suivre de la conception finalement du vaisseau. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Bon, en tout cas, c'est un vaisseau. Un peu comme un bateau flottant, mais version vaisseau spatial. Mais il n'y a pas de voile. Bon, enfin, vous verrez. Ce vaisseau, c'était une espèce de caprice du prince qui est un peu rêveur, un peu qui regarde toujours du haut de son château, qui se fout un peu de ce qui se passe finalement. Plus ou moins là où il est, il rêve de plus loin, de plus haut, de plus d'ailleurs, et plutôt vers les étoiles. C'est très beau, je me suis régalée, je vous en reparle un peu plus précisément de l'histoire dans un point de lecture. Là, je vous ai fait un petit peu l'ambiance du truc. Voilà, ça, je vous le recommande dans tous les cas, même avant le point de lecture, je vous le recommande. J'ai ensuite reçu et lu La fille aux cheveux turquoise. Alors, je vois Hans Pach, édition... Hans Pach, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que je ne connaissais pas cette maison d'édition. Donc, c'est l'histoire ici de la vraie fille, dans la vraie vie, dans la vraie Italie, qui a inspiré la fée bleue dans Pinocchio. Voilà, et donc on va suivre l'histoire vraie finalement de cette vraie petite fille qui a existé, et de l'auteur de Pinocchio, et de la relation qu'ils vont tisser
jusqu'à la mort finalement, jusqu'à ce que la mort les sépare finalement. Si vous aimez les récits de vie dans l'Italie d'antan, est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus? Ben, il y a une BD qui existe. Si vous aimez Pinocchio aussi, bon, on parle pas de Pinocchio là-dedans, hein, mais c'est le avant Pinocchio et la genèse de Pinocchio, entre guillemets, et de son auteur finalement. Je sais pas quoi vous dire de plus à propos de cette BD parce que je pense que ça résume à peu près tout. Avant-dernière BD que j'ai reçue, c'est L'Or Olympus, volume 7, donc tome 7. L'Or Olympus, L'Oré Olympus, je sais pas comment on dit, de Rachel Smith, donc c'est le fameux webtoon. Bon bref, je sais même pas pourquoi je vous le présente, parce que tout le monde connaît. C'est le tome 7, est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus que c'est le tome 7? Ben non, parce que c'est le tome 7. Et donc c'est la suite des histoires d'Hadès, de Perséphone et du royaume des dieux et des enfers, donc puisqu'il y a Hadès. Et voilà, j'en suis pas si avancée, je crois que j'en suis au tome 3, donc il faut que je rattrape tout ça. Et je peux rien vous dire de plus parce que je sais pas si c'est le dernier tome. Parce que moi je croyais qu'il n'y en avait déjà que 6 au départ. Donc quand j'ai vu que le 7 était sorti, j'ai dit, il devait pas y en avoir que 6. J'avais pas compris. Donc c'est sorti quoi. C'est sorti. Et enfin en BD j'ai reçu Sacré Dieu, que j'ai aussi lu, que je vous en reparle dans un point lecture, mais c'était très très bien. Pareil, BD non-fiction sur en fait le début, le commencement de chaque croyance / religion, ou croyances qui vont se transformer en religion, bref. On y retrouve toutes les grandes religions qu'on connaît aujourd'hui, et également des plus petites, et notamment parce que souvent c'est des plus petites religions, et puis ça a évolué, puis ça en a créé des plus grosses, puis il y en a d'autres qui se sont éteintes, entre guillemets. C'était super, parce que vraiment, c'est un sujet que je trouve fascinant. Je trouve que l'humain vraiment est créatif, n'est-ce pas? Et donc, je suis toujours curieuse de comprendre ça part d'où, toute cette histoire-là, et pourquoi il y en a qui ne sont pas d'accord aujourd'hui et qui se font la guéguerre pour des histoires qui sont, au départ, des histoires, des croyances. Et donc voilà, ça m'a beaucoup intéressée et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Ça vous met la frise de l'histoire de la vie et donc de l'histoire des religions au passage. Et ça sur tout le globe, hein, finalement. Bon, surtout dans le bassin mésopotamien, parce que c'est là que tout le bazar commence au final. Mais vraiment ça, à nouveau, je vous en reparle dans un point lecture, mais si vous cherchez à connaître l'histoire des religions, le commencement des commencements, au début des temps finalement de l'humanité, Sacré Dieu chez Édition de Rue de Sèvres encore, non? Bah oui. C'est mes petits chouchous du moment. Et c'est fini pour les BD. Nous passons au roman en anglais. Je me suis donc pris The Grace of Wild Things, qui est un jeunesse, a priori. Mais alors celui-là, je lis peu de jeunesse, de manière générale. Mais celui-là, il m'a intriguée parce que c'est une petite fille qui va dans la maison d'une sorcière et qui lui dit, je crois que, en gros, elle doit lui apprendre à devenir une sorcière si elle arrive à apprendre tout son guide de sorcellerie. C'est pas ça? Oui, donc Grace va lui proposer un deal. Si elle peut apprendre tous les spells, les sortilèges, si elle peut apprendre tous les sortilèges de son grimoire, elle fera... Ah oui, la sorcière fera d'elle son apprentie. Sinon, la sorcière pourra prendre sa magie. Donc finalement, Grace, visiblement, elle a de la magie. Ah oui, oui, elle a de la magie, mais elle ne sait pas la contrôler. Et donc, elle va aller faire un petit pacte avec la sorcière du coin. Voilà, j'aime bien tout ce qui est histoire de sorcière au milieu de la forêt, là. C'est mon côté... non, j'allais dire en plus... comment ils s'appellent, là, les deux orphelins qui vont dans la cabane, là? Hansel et Gretel. Mais je suis pas sûre que je suis fan de cette sorcière, mais juste ce mythe de la sorcière dans sa maison au milieu de la forêt, là, ça a toujours laissé une trace. Je trouve ça toujours assez intriguant et mystérieux, alors ça me plaît. Du coup, je me suis pris un petit middle grade, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça en anglais, donc un jeunesse, je pense que c'est 8-12 ans. Et je ne sais pas s'il est sorti en français par contre. Ensuite, j'ai pris Compendium of Lost Tales, qui est le tome 3 de Emily Wilds. C'est quoi? L'encyclopédie féerique d'Emily Wilds en français, qui est le titre du premier tome. Et donc c'est le troisième. J'ai déjà lu le 1 et le 2. C'est une série que j'aime beaucoup.
Et donc, je vais me faire un plaisir de lire ça. Donc, pour faire le topo, bon, je ne sais pas de quoi va parler le troisième, mais je vous fais le topo du 1, en tout cas. C'est que Emily Wilds, elle est, comment on dit, je sais pas comment on dit, du coup, comme j'ai lu en anglais, je sais pas comment ils disent ça en français, mais c'est une espèce de biologiste des fées. Elle veut étudier les fées, etc. Et donc, dans le premier tome, elle veut créer la première encyclopédie complète qui réunit toutes les fées. Et donc, ils appellent ça un cozy fantasy. Je sais pas. Disons que oui, il n'y a pas de grandes intrigues avec des... Mais il y a des... J'allais dire avec des plot twists. Mais si, il y a quand même des plot twists. En fait, tu suis sa vie, mais c'est pas boring, quoi. C'est pas ennuyeux ou... Là, en ce moment, je lis par exemple Le Seigneur des Anneaux et je peux vous dire qu'il y a des passages... C'est de la balade de... Parce que Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, ils doivent faire une quête et ils doivent avancer, quoi. Ils font une espèce de promenade, pas de santé, mais de promenade. Et alors, pendant 30 pages, il se passe rien et on lit juste leur balade au milieu des champs, quoi. Et, voilà, et toutes les 30 pages, il se passe un truc. Et ça dure pas longtemps, et puis après, il se repasse rien pendant un moment. Et puis, bon, c'est un peu... Il y a des pages en trop, quoi. Là, non, il se passe pas toujours quelque chose, mais par contre, il y a toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Vous voyez la nuance? Donc, j'aime beaucoup cette série et je vous la recommande chaudement. J'ai ensuite commandé The Temptation of Magic. Celui-là, il est sorti en français parce que je l'ai vu passer vite fait sur YouTube. Donc, le résumé, très mal dit, c'est qu'on va suivre une fille qui est une chasseuse de créatures fantastiques, là. Mais elle est de... Alors, ils appellent ça en anglais Imperial. Donc, je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français, là, je l'avais entendu. Mais en gros, elle, c'est un peu le must, le top du top, la crème de la crème, le gratin, le haut du panier des chasseurs, qui sont immortels, il me semble, et donc ils sont considérés comme très dangereux. Et généralement, on n'aime pas trop qu'ils soient dans les parages parce que ils sont trop imprévisibles, ils sont trop... Tu ne peux pas les battre, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent de toi. Et donc, il y a une organisation qui régit tous ces chasseurs. Et donc, on va suivre le personnage principal qui se cache de cette organisation pour ne pas qu'il découvre qu'elle est ce qu'elle est. Et visiblement, sa mère l'était avant elle, sauf que sa mère a disparu, je crois, dans des conditions un peu troubles. Et elle lui a laissé un message quelque part qu'elle doit trouver et qui peut-être explique la raison de sa mort. Voilà, je crois que grosso modo c'est quelque chose comme ça et c'est un tome 1, il me semble. Voilà pour le topo, donc si vous aimez tout ce qui est monstres et chasseurs de monstres, et bien visiblement ça fait partie de votre prochaine sélection, d'autant que j'ai cru entendre qu'il y avait eu de très bons retours dessus, donc a priori c'est une bonne pioche. Mais a priori, parce que je ne l'ai pas lu. Mais a priori. Ensuite, j'ai acheté The Wicked Deep. Parce que c'est la fille qui essaie de remettre ses souvenirs des trucs d'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Parce que c'est l'autrice de je ne sais plus quel roman que j'ai lu et aimé. Bon, je vous le mettrai là. Parce que je ne sais plus. C'est lui là. Vous voyez? Et donc, je suis allée voir qu'est-ce que l'autrice avait écrit d'autre, et je crois qu'elle avait notamment 2 livres, ou 3, 2 je crois, qui étaient là, en compétition devant mes yeux, et c'est celui-là qui a retenu mon attention. Et donc, grosso modo, c'est l'histoire de 3 femmes qui ont été mises à mort, assassinées, comment on dit? Elles ont été condamnées à mort. Donc c'est l'histoire de 3 femmes qui ont été condamnées à mort pour sorcellerie il y a 2 siècles. Et en fait, à chaque anniversaire, chaque été, elles reviennent d'entre les morts pour finalement hanter ce petit monde et se venger. Et donc elles vont posséder le corps de 3 filles, je ne sais pas si c'est des filles qui sont vivantes ou pas, je crois que oui, pour un petit peu... leurrer les garçons et se venger de ce qui leur est arrivé il y a 2 siècles. Alors pourquoi les garçons, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'elles ont été condamnées par des hommes, peut-être? Toute cette petite histoire sympathique est très connue des locaux et puis ils ont un peu accepté leur sort. Donc il y a un garçon qui va arriver dans cette ville sans savoir ce qui s'y passe au départ, qui va visiblement rencontrer l'héroïne qu'on va suivre et
cet été-là, il va se passer un imbroglio, visiblement, où tout le monde va commencer à se monter les uns contre les autres dans le village. Je ne sais pas pourquoi. Et notre garçon et notre fille, là, qu'on suit, vont commencer à penser qu'il y a des secrets qui ne leur sont pas communiqués et qu'il y a des gens dans le village qui savent des trucs qu'eux ne savent pas. Et on nous dit, mais par contre, ce qu'ils ne savent pas, eux, c'est que elle, la personnage qu'on suit, peut voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Donc, qu'est-ce qu'elle peut voir? On ne sait pas. Penny, donc qui est notre héroïne, peut voir ce que les autres ne peuvent pas voir, et elle va être forcée de choisir entre sauver donc le garçon ou se sauver elle-même. Voilà, je ne sais pas. J'ai vu ce genre de... Ça m'a fait penser un peu aux sorcières de Salem, dans l'ambiance. Hein. Et puis, bon, on verra. J'ai donc acheté ensuite Mirror Mirror, qui est le Twisted Tales, dont le tail renversé, là, le conte renversé, retourné, que je sais pas comment ils ont appelé ça en français, où c'est donc le conte original, mais on change une variante dedans. Et là, en l'occurrence, c'est qu'est-ce qui se serait passé si la méchante reine avait empoisonné le prince. Voilà, donc j'ai déjà lu dans les Twisted Tales, du coup, Sally's Lament, qui est donc les lamentations de Sally, qui sort chez vous en français maintenant. C'est dommage que moi, il est sorti pour Halloween en anglais, donc c'était parfait. Là, en français, il sort maintenant en février, donc bon, c'est un peu moins opportun, mais en tout cas, il sort. Et est-ce que j'en ai lu un autre en Twisted Tales? Non, parce qu'après, c'était La Reine des Citrouilles. Mais du coup, ah ben il est là, Sally's Lament. Ah mais oui, mais je vous en parle, mais j'avais l'impression que je vous l'avais montré. Mais je vous l'ai montré que sur Instagram. Donc, ben, je le montre en même temps. Sally's Lament, donc j'ai lu à Halloween, qui est donc dans la même collection, et j'avais déjà acheté précédemment, et ça je vous l'avais montré. Qu'est-ce que j'avais acheté? J'avais acheté, mais je vous l'avais montré, celui sur Réponse. Est-ce que je vous l'avais montré? Bon, au cas où. Ah non, il faut que je me torde. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais au cas où, je vous le remontre. Claque pas. Hein. J'avais acheté du coup celui-là aussi, qui est donc Réponse. Et c'était qu'est-ce qui se serait passé si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. Et donc en l'occurrence, c'est une fleur qui donnerait des pouvoirs à Réponse, qui se transmettrait, enfin qui se prendrait vie, le pouvoir via ses cheveux. Je crois que c'est ça. Donc celui-là, qu'est-ce qui se serait passé si la méchante reine avait empoisonné le prince. Et Sally's Lament que j'ai lu, qui est qu'est-ce qui se serait passé si c'était Sally qui avait découvert Christmas Town, donc le village de Noël, dans les fameux, mais on les voit là aussi, dans les fameux arbres où il y a les portes. Voilà, donc c'était très chouette. Je vous en dis pas plus parce que c'est le village de Noël, mais en version c'est pas Jack qui le trouve, c'est Sally. Et donc à l'intérieur du village de Noël, une fois qu'elle le découvre, c'est une histoire différente de celle qu'on connaît de l'incroyable Noël de Monsieur Jack. Donc c'était très chouette, je vous le recommande, mais si vous devez lire une seule histoire sur Sally, je vous recommande celle-là que j'ai encore préférée, qui est sortie en français, c'est Vive la Reine des Citrouilles en français, chez Hachette Heroes, je crois. Et là, ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est que outre le fait que j'ai... Alors bon, déjà j'ai préféré l'intrigue, enfin, il y a une chose dans l'intrigue ici que j'ai trouvé... Au départ, j'ai trouvé ça super chouette, dans le sens dans lequel ça partait. Je trouvais que c'était une super idée, que je ne vous révèle pas. Mais la façon dont elle a été ensuite exploitée par la suite et la fin du roman, j'ai trouvé ça un peu moins bon, un peu moins convaincant. Voilà, c'était très chouette, j'ai passé un très bon moment, mais juste à la fin j'ai dit j'aurais fait ça un chouille différemment. Bon, c'est pas moi qui l'écris en l'occurrence, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, alors que dans celui-là, j'ai pas vraiment eu ce problème. Bon, il y a un petit twist à la fin que j'ai dit c'est un peu facile, j'aurais préféré qu'il fasse ça à la place. Mais bon, là pour le coup c'est un détail, c'est pas grave, c'est vraiment dans les dernières pages. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que le twist est encore... Enfin, le twist, n'importe quoi, le plot et j'ai trouvé meilleur. Ici, du coup, on est vraiment focalisé sur le village de Noël, alors qu'ici, on va aller dans tous les villages. Donc, vous savez, là, il y a plein de portes, ici. Et donc, vous n'allez pas rentrer dans une seule, mais vous allez toutes les visiter. Donc, vous allez visiter tous les mondes, certains plus rapidement que d'autres, mais vous allez avoir un aperçu de tous. Et donc, vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière chacun. Donc, ça, j'ai adoré. Et
le plot, comment on dit, le scénario, vous voyez l'histoire, je l'ai trouvé mieux ficelé et j'avais vraiment envie de savoir là, c'est passe quoi après? C'est passe quoi après? Est-ce que c'est passe quoi? Et voilà, celui-là vraiment je l'ai adoré et je l'ai lu à Halloween et donc je me suis régalée. Et donc bon, il sort, non celui-là il est déjà sorti donc celui-là sort maintenant en français et celui-là est déjà sorti donc vous voyez ce que vous voulez faire, mais en tout cas si vous savez pas quoi lire pour Halloween prochain, même si c'est pas demain la veille, et ben voilà. Ensuite j'ai lu Fairy Godmother, c'était très très chouette. J'ai lu, on dirait que c'est un point de lecture. Mais en tout cas, j'ai acheté, et du coup j'ai déjà lu Fairy Godmother, celui-là est beaucoup plus frais dans ma mémoire, pour le coup, et qui est l'histoire de la fée marraine, comment elle est devenue la fée marraine, finalement. Et ça se passe en France, mais c'est écrit pas par des Français, donc du coup il y a cette version un peu... conte de fées romantisé de la France, de comment ils nous voient de l'extérieur, j'ai trouvé, qui était sympa. Mais bon, en même temps, c'est un conte de fées, donc évidemment. Et donc, elle s'appelle Renée Dubois. Et à la base, c'était une fille de 16 ans, comme les autres. Et un jour, il se passe un événement un peu dramatique qui fait que, eh ben, elle est amenée finalement dans le royaume des fées. Et on va suivre toute son évolution jusqu'à ce qu'elle devienne la fée marraine de Cendrillon qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, et donc on suit tout ça, c'était vraiment très sympa, c'était bien fait, ça tenait debout, ça tenait la route, j'ai trouvé que c'était, on aurait dit que c'était la vraie histoire, alors que bon, en fait, c'est juste qu'elle a été inventée pour ce roman, a priori, hein, sauf erreur de ma part, mais je trouvais ça super bien fait, et ça va jusqu'à ce qu'elle rencontre Cendrillon, et même, voilà, qu'elle rencontre Cendrillon bébé, puis jusqu'à l'événement du fameux carrosse qui se transforme en citrouille et du soulier de verre. Et donc on va vraiment jusqu'au bout, et c'est très très chouette. Je vous le recommande celui-là aussi, je pense qu'il n'est pas sorti en français. C'est un Disney, et l'autrice c'est Jen Kalonita, et elle a écrit plusieurs Twisted Tales, dont... Celle-là, non. Miroir, Miroir, c'est elle, par exemple. Et elle en a écrit d'autres, il me semble. Donc, si jamais vous pouvez découvrir sa plume aussi avec les Twisted Tales, qui, elles, ont été, pour la plupart, enfin pour beaucoup, traduites en français. C'est les derniers pour les anglophones. Je me suis pris le tome 2 et le... Je vais arriver à parler. Je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de Clockwork Prince. C'est pas ça le nom de la truc. The Infernal Devices. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Qui fait partie du même univers que The Mortal Instruments, que je n'ai pas lu. Mais pour le petit rappel, je vous l'avais dit quand je vous avais présenté le tome 1, j'ai dans les recommandations fantasy des anglophones, elle revenait souvent cette série et les gens disaient si vous devez lire une seule série de l'univers The Mortal Instruments, puisque donc il y a The Mortal Instruments et il y a d'autres séries dedans. Où c'est qu'on les voit? Je sais plus. Enfin bon bref, elle disait, lisez celle-là, c'est une trilogie, elle est en 3 tomes, vous n'êtes pas obligé de lire The Mortal Instruments avant, et donc elles m'ont donné beaucoup envie, et il y avait des prix relativement intéressants sur Amazon, sur ces livres-là, et comme ils sont vraiment pas récents, j'avais peur de ne pas les retrouver bientôt, parce qu'ils commençaient à se faire un petit peu rares là sur la plateforme. C'était plus que des revendeurs qui les avaient, certains n'étaient pas en très bon état, j'ai dû en renvoyer pas mal. Donc je me suis dit, je n'ai pas envie de me retrouver juste avec le tome 1, je prends le risque, au pire j'aime pas, tant pis. Mais au moins j'ai les séries complètes, parce que moi les séries incomplètes, bon, je dis moi, tout le monde, on n'aime pas ça. Troisième et dernière partie, les romans en français. Alors j'ai reçu cette beauté d'édition qui est ni plus ni moins que Dracula de Bram Stoker, qui est le conte, je ne sais pas si on peut dire un conte, mais en tout cas, l'histoire originale de Draculotte, sauf que l'édition est absolument sublime, elle est illustrée, il y a même des endroits dedans où on peut lire des lettres, chaque lettre qu'on lit de chaque personnage a sa propre police d'écriture, c'est également illustré, enfin bref, c'est de nouveau une merveille signée des éditions Calidor, et les éditions Calidor, je les adore parce qu'ils font, ça rime, parce qu'ils font des éditions
sublime. Voilà, si vous voulez des belles éditions de livres, eh ben allez chez Calidor. Et en parlant de Calidor, j'ai reçu également de leur part celui-ci qui me tentait, mais je vais m'en délecter, mais qu'est-ce que ça va être bien. Donc je vous le remontre juste comme ça avant de le poser, parce que je ne sais pas si je vous ai montré tous les côtés, mais il est divin. J'ai donc reçu La fille du roi des elfes. Et bon, alors là, moi j'avais très envie. La licorne, bon, bref, il y a des animaux de partout. Et on nous dit, le seigneur du Val a parlé, répondant à la demande du Parlement des Aulnes, qui souhaite être gouverné par un souverain doté de pouvoirs magiques. Il a envoyé son fils Alveric en quête du royaume enchanté. Celui-ci, armé d'une épée forgée à partir de fragments d'éclairs, a pris la direction de l'Orient, où se dressent les montagnes bleu pâle et la frontière crépusculaire, et déjà nos contrées familières résonnent de la colère du roi des elfes, car Alveric a ravi sa fille, la princesse Lyrazel. Voilà, donc ça me donnait très très envie. Et puis alors là, mais des elfes, des licornes, des petits brillants partout. Là, j'avoue que... moi, il m'en faut pas plus. Hein. Mais quelle beauté! Et pareil, hein, on va tomber dessus. Tous les ouvrages Calidor sont illustrés. Donc ça, c'est la collection Âge d'or. Et donc, il y a des illustrations dedans à chaque fois en noir et blanc. Et c'est trop beau. Il y a des rabats, il y a des illustrations de partout. C'est beau, quoi. C'est beau. Et je vois qu'à la fin, d'ailleurs, il y a un addendum. Alors, je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça. En gros, on nous parle de l'auteur. Un auteur sans étiquette. On a la photo. On a des lettres des lettres manuscrites qu'il a écrites. Enfin bon, c'est des ouvrages à chaque fois très complets. Si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, je vous les recommande. Ils font vraiment du travail ultra quali. J'ai ensuite reçu les Radley des éditions Nami. Alors là, c'était assez original pour me faire sourire. En gros, c'est une histoire de vampire, mais version contemporain. Donc, si j'ai bien compris, c'est comme un roman contemporain. Donc, on vous parle des gens là qui vivent dans l'immeuble d'à côté. Sauf que c'est des vampires et que on nous dit qu'en apparence, ils sont tous du couple parfait, mais que leur fille Clara, quand elle se fait agresser en rentrant seule d'une fête, et elle commet l'irréparable, ils sont confrontés à la vérité qu'ils essaient de dissimuler depuis plus de 20 ans. En l'occurrence, je pense que c'est une vampire qui a zigouillé l'agresseur. Voilà. Et donc, ils sont obligés d'expliquer à leurs enfants pourquoi ils ne peuvent pas manger d'ail sans s'asphyxier, ni sortir de chez eux sans se tartiner d'écran total. Voilà. Et donc, les parents craignent que... Non, Hélène et Peter, donc les parents, craignent que leur régime végétarien ne convienne plus à ces jeunes vampires en pleine crise d'adolescence, donc en l'occurrence leurs enfants. Et lorsque le frère de Peter, donc du père, arrive en ville, bien décidé à leur prouver qu'ils ne peuvent pas refouler indéfiniment leurs instincts, les Radley comprennent que les jours paisibles sont derrière eux et que l'avenir pourrait se révéler plus ensanglanté qu'ils ne l'imaginaient. Non mais j'ai trouvé ça quand même très... C'est du Twilight... Puisque Twilight, c'est des vampires version moderne, c'est pas du Dracula, du vampire des origines. Mais là, on est plus sur du contemporain, limite feel good, quoi. Je trouvais ça très original, et donc je suis curieuse, là, pour le coup, de me plonger là-dedans. J'ai ensuite reçu ces deux beautés, qui sont les Drames de Paris, tome 1 et tome 2, sachant qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vont paraître le tome 3 et 4 de la série des Drames de Paris, mais qui sont en fait une autre histoire. Si j'ai bien compris, tome 1 et tome 2, c'est une première histoire, tome 3 et tome 4, c'est deux tomes qui est une deuxième histoire, mais ça fait partie de la même série. Donc c'est un tome 1 et tome 2, mais c'est quand même le tome 3 et 4 de la grande série des Drames de Paris. Vous voyez le truc? Donc ça sort chez 10-18, c'est donc des rééditions, puisque c'est des vieux textes qui ont été publiés en 1857, donc ça ne date pas d'hier, et moi qui lis Le Seigneur des Anneaux, qui date... pas de la même période, un peu après, mais pas loin. Mais écoutez, j'aime bien replonger dans les anciens textes comme ça. Et d'ailleurs, édition Calidor, je montre encore là parce que je les pose à côté, c'est aussi à chaque fois des vieux textes qui sont remis au goût du jour dans de belles éditions, etc. Mais c'est toujours des textes un peu historiques, fondamentaux, piliers de la fantaisie. Bon, ben là, c'est pareil, mais sans fantaisie. C'est 10-18 qui fait ça. Ils le font régulièrement. Il l'avait fait aussi avec une autre saga que je vous avais présenté il y a plusieurs mois, parce qu'ils l'ont sorti il y a plusieurs mois, qui était, je sais plus, je vous les montre,
Voilà, comme ça, vous les verrez. Et ils sortent des éditions comme ça, mais merveilleuses. Enfin, bon, on va dire ce qu'il faut, merveilleuses. Il y avait aussi 2 petites cartes dedans. Vous les voyez pas, là, je pense. Je les ai mises derrière mon œuf et mes répliques Harry Potter, là. J'ai le retourneur de temps, j'ai des pièces de Gringotts ici. Et ça allait exactement avec les couleurs, donc ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Mais le doré et l'argenté, là, allaient parfaitement avec mes petits présentoirs. Donc, ça venait avec des petites cartes. Donc, je sais pas s'ils viennent... Ils étaient glissés dedans. Je ne sais pas si quand vous les achetez, vous les avez vraiment, ou est-ce que c'est pour les services presse qu'ils y étaient. En tout cas, elles sont magnifiques. C'est simplement une carte postale qui représente la couverture. Voilà. Donc, c'est des beautés. Et donc, le tome 1, on nous dit... Donc, ça se passe en 1812. C'est un capitaine qui va assassiner un comte. Il épouse sa veuve et se débarrasse de son enfant. Bon, déjà, ça commence bien. Le jeune Armand, donc l'enfant, pour faire de son fils Andrea l'unique héritier de la fortune de Kergaz. Donc, miraculeusement sauvé, Armand grandit sans connaître ses origines. Devenus adultes, les demi-frères se retrouvent et leur rivalité éclate. Au cœur de la discorde, un riche vieillard qui charge Armand de retrouver son héritière. Mais Andrea, cachée sous la fausse identité du baron Sir Williams, prémédite d'épouser la jeune femme pour s'emparer de sa fortune. Qui, du bien ou du mal, triomphera dans ce combat épique entre 2 frères que tout oppose. Voilà, ça se passe à Paris. On dit à nous 2 donc, frères vertueux, Paris sera notre champ de bataille. Moi qui lis en ce moment un livre sur la Révolution française, j'aime bien là, Paris, 1800 et les poussières. Bon, j'aime bien ça. Ensuite, j'ai reçu, toujours chez 10-18, le Mari parfait d'Agatha Christie, sachant que j'avais reçu il y a plusieurs mois le Crime parfait d'Agatha Christie, que je vous montre là aussi, puisque du coup, c'est dans la même série, et c'est dans la même beauté aussi. Franchement, quand 10-18 fait des couvertures comme ça, avec 2-3 couleurs, enfin 1 ou 2 couleurs, et après de l'argenté ou du doré, je trouve que c'est toujours merveilleux. Et donc là, on va nous parler des affaires de cœur d'Agatha Christie au centre d'une nouvelle enquête exotique. Donc on prend Agatha Christie en tant que personnage, enfin que personne réelle, et on la transforme finalement en héroïne de ses propres romans. Et dans celui-là, ça se passe en 1930 dans un site archéologique près de Bagdad. Voilà, donc évidemment, il va y avoir du grabuge, du meurtre, etc. Vol à répétition, lettre anonyme, malédiction. La vie de son amie, particulièrement fragile de nerfs, est très pénible. Tour à tour, victimes et coupables. Elle va se révéler être une femme très singulière. Voilà, donc en menant son enquête... En menant son enquête pour remonter aux sources du mal, Agatha parviendra-t-elle à percer ses mystères? Et la couverture a été faite par Vaderetro. Voilà. J'ai reçu également de la part des éditions Charleston, ceci que je vous avais présenté dans un réel sur Instagram au moment de Noël, qui sont les 4 meurtres de Noël, qui est le 3e tome de cette autrice, Alexandra Benedict. À chaque Noël, elle nous sort, enfin en tout cas, sort chez Charleston, la traduction du coup, parce qu'elle n'est pas française. Donc elle en a publié plusieurs en anglais, je crois qu'ils sortent en différé en français. Mais du coup, ils en sortent un par Noël. Ça, c'est le 3e. Je m'étais régalée, je me rappelle, il y a 2 ans, avec le premier qu'elle avait sorti notamment. Et donc, voilà, j'en ai de retard. Mais je me rappelle que je m'étais adorée. C'était Petit meurtre à Endgames, le premier. Celui-là, c'est le 3e. Donc, on est toujours dans cette même vibe. C'est Noël, il y a de la neige. Et il y a des meurtres. Et souvent, il y a des manoirs. Dans le 2, c'était dans le train. Dans celui-là, visiblement, on voit une chapelle, là. C'est une octogénaire qui va trouver un colis sur le pas de sa porte. Elle va le déballer, y trouver une boîte de Pulse qu'elle s'apprête d'assembler. Il y a des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang. Un cadavre, ce n'est autre qu'une scène de crime. Un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit, la veille de Noël, si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Avec l'aide de son neveu, elle se lance alors dans une enquête effrénée, mais quand un homme est retrouvé mort, une pièce de puzzle à la main, la vieille dame comprend que ce jeu de pistes lui est destiné et qu'elle seule peut venir à bout de ce casse-tête meurtrier. Voilà, donc je ne sais pas si on peut appeler ça un cosy mystery, mais c'était quand même relativement ça. Oui et non. Bon, on est un peu entre les deux. Vous voyez le truc? On est un peu entre le cosy et le pas trop cosy parfois quand même. Ensuite, j'ai reçu un Noël à la campagne chez 10-18 de Anne Perry. J'ai découvert après avoir reçu ça qu'il y avait toute une histoire autour de cette autrice, et donc je ne sais plus si j'ai très envie de lire ces romans. L'histoire, vous pourrez aller lire dans la presse, mais d'après ce que j'ai compris, quand elle était adolescente, avec sa meilleure amie, elles ont la mère de la meilleure amie. Parce que la mère de la meilleure amie voulait déménager, et donc
avec sa fille évidemment. Et comme les deux meilleures amies ne voulaient pas être séparées, elles ont monté un coup pour se débarrasser de la mère de la meilleure amie pour pas qu'elle ne soit séparée. Parce que la mère de la meilleure amie ne voulait pas que la meilleure amie reste avec l'autrice Anne Perry quand elle était ado. Voilà. Donc, et alors, d'après ce que j'ai lu, bon, il y a eu un procès, tout ça, et ben, au départ, quand elle a commencé à publier des romans, elle cachait cette histoire-là, je crois qu'elle le faisait sous un pseudonyme, et un jour, ça a éclaté au goût du jour. Et un jour, ça a éclaté au grand jour. Elle a bien été forcée de dire que ben, c'était bien elle, et donc elle a dit, oui, mais en gros, bon, c'était une erreur de jeunesse, elle n'avait pas envie d'être associée, elle, en tant qu'adulte maintenant, à cette erreur de jeunesse, parce qu'elle n'était plus cette personne. Alors, je comprends, mais je ris, mais c'est nerveux, parce que je comprends, mais en même temps, est-ce que moi, j'ai envie, parce que ça met du temps de lire des livres, on les sélectionne patiemment, quel auteur on favorise, quelle histoire on favorise. Alors je regarde pas trop les trucs de qu'est-ce qu'on fait les auteurs, machin, parce que bon, on s'en sort plus. Mais là quand même, c'est un peu corsé. Donc voilà, du coup je suis un peu bloquée parce que je sais pas si j'ai... D'un côté j'ai envie de lire ces livres parce que bah, ils ont eu beaucoup de succès, je me dis qu'ils doivent être très chouettes. Et d'un autre, il y a cette petite histoire que je peux pas m'enlever de la tête quoi, quand j'ai un livre comme ça dans les mains. Donc, ben, voilà. Voilà. Donc, ben, vous ferez votre avis. Et ça, et ben, du coup, ça parle d'un Noël à la campagne. Voilà. Je vais quand même vous dire qu'est-ce que ça dit. À quelques jours de Noël, l'ingénieuse grand-mère de Charlotte Pitt est invitée à passer le réveillon aux côtés de son amie de longue date, Sadie, et de son mari, Barton, dans leur village au cœur de la campagne anglaise. Mais à son arrivée, Maria découvre que Sadie a disparu sans laisser de traces. Dotée d'une intuition sans faille, Maria doit démêler le vrai du faux parmi les rumeurs et ragots des villageois afin de découvrir au plus vite ce qui est arrivé à son amie. S'est-elle enfuie avec un autre homme? A-t-elle été kidnappée? Les deux amies seront-elles réunies pour célébrer les fêtes de Noël ensemble? Voilà. Bon. Voilà. Voilà. Ensuite, de salles de ambiance, j'ai reçu cette beauté qui est Galante, donc que j'avais lu en VO, que j'ai aussi en version française et que j'ai en deuxième fois en version française, dans cette sublime édition texturée, embossée, toute peinturée, ils disent peinturée ici au Québec, illustrée, quoi d'autre, enrubannée. Voilà, donc c'est l'histoire de Galante, où Galante c'est donc une maison, où on va dire à une fille, finalement, notre protagoniste sa mère lui a dit, en gros, dans la vie fais ce que tu veux mais ne t'approche jamais de Galante. Et pas de peau, elle est invitée à Galante, et puis elle va y aller. Et puis là, elle va découvrir, bon il y a un indice là. Il y a deux maisons face à face, retournées, l'une à l'endroit, l'une à l'envers, deux maisons liées, deux maisons copies conformes, mais pas complètement. Voilà, tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. C'est raté. J'avais beaucoup aimé ma lecture, ça fait longtemps, je l'avais lu quand il était sorti en anglais, donc bien avant qu'il sorte en français, ça fait déjà un moment qu'il est sorti en français, donc ça fait longtemps, mais je me rappelle que j'avais adoré cette lecture. Alors il disait que c'était un middle grade, donc plutôt jeunesse. Bon, moi je sais pas, pour moi je savais pas, et ça faisait plus young adulte, mais bon, voilà. Donc, et pour la petite anecdote, c'est mon tout premier livre que je lisais en entier en VO. Voilà, donc du coup j'ai un petit attachement à Galante, à cette histoire grâce à ça. Et c'est vraiment trop beau là, c'est les roses qu'il y a dans le jardin, avec deux mains pareilles, mais de couleurs différentes. Si je vous dis par exemple, quand on imprimait les photos, il y a la photo en couleur qui sort, et puis à l'époque, donc on amenait ça à faire développer, et il y a le négatif, on développe la photo à partir du négatif, de la pellicule. Les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas ça. Galante, c'est un peu ça, version maison, vous voyez. Ensuite, j'ai acheté et lu Porcelaine sous les ruines, qui m'avait fait de l'œil parce que une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies, je trouvais ça très sympathique. Le résumé également m'a happé, et c'est l'autrice du Thé pour les fantômes qui l'a écrit ce livre, et j'avais entendu beaucoup de bien de ce roman, du Thé pour les fantômes, et donc je me suis dit, c'est son nouveau roman, c'est de la fantaisie, go.
Bon, j'en reparlerai plus en détail dans un point lecture, mais ça a failli être une catastrophe. Ça a failli être un abandon pur et dur. Et finalement, ça ne l'a pas été. Suivez le point lecture dans lequel j'en parlerai, parce que ça vaut le détour. Voilà, teaser. Donc, c'est l'histoire du coup d'une déesse, on peut dire que c'est une déesse, immortelle, etc., qui a accordé trop de vœux aux hommes et qui a donc été chassée du royaume des dieux pour atterrir sur Terre, bannie finalement, pour vivre parmi les hommes. Elle va se retrouver sur des petites îles qui étaient jadis, quel pays? L'Irlande, je crois. Ce nouvel archipel, finalement, qui est un nouvel archipel après la fin du monde, qui a été rebaptisé Hibernia. C'est un endroit prospère où il pleut beaucoup, on y fait pousser du thé, c'est très verdoyant et c'est très paisible, vous voyez, voilà. Il y a un château, des petits cottages et puis, bon, voilà, des petites maisons. Sauf qu'il y a d'autres royaumes dans ce monde, et royaumes voisins et alliés, mais alliés quand ça les arrange. Et puis eux, c'est pas si prospère et les gens meurent chez eux en sautant des fenêtres, en l'occurrence des tours. Et donc ils vont envoyer un émissaire là-bas pour essayer de percer le secret d'Hibernia et de ses richesses, entre guillemets, ses richesses naturelles, pour essayer de ramener ça chez eux. Voilà pour le topo, et donc c'est un enemies to lover. C'est là que ça a coincé pour moi, parce que j'ai trouvé que c'était un enemies to lover très mal amené. Très... Bon, je vous en dis pas plus, parce que comme ça vous reviendrez à la prochaine vidéo. Point lecture. Non mais je vous en dis pas plus, parce que bon, c'est pas un point lecture. Il a été adoré par beaucoup de gens. Il y avait un scotch là que j'ai enlevé, Coup de cœur Renaud Bré, qui est donc la chaîne de librairie ici au Québec. Enfin bref, et donc je me suis dit, mais tout va bien aller. On a frôlé la catastrophe. Heureusement que j'ai persévéré. Alors bon, on n'est pas sur un coup de cœur, même en persévérant, je ne vais pas vous le cacher. Ça s'est fini en que c'est bien. Voilà, c'est bien. Mais alors, on a eu... bon, je vous en reparle dans un point lecture, je vous expliquerai tout. De vous à moi. Mais je le garde quand même dans ma bibliothèque, parce qu'au final, ça s'avérait être pas une si mauvaise lecture que ça. Je fais trop durer le suspense. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a ce livre? Bon, mais en tout cas, et peut-être, je le relirai un jour pour lui laisser une autre chance et voir si j'en pense la même chose. Notamment des 100 premières pages. Voilà. Peut-être que c'est moi qui ai mal interprété, mais là, vraiment, mes yeux ont monté au plafond, mais à un nombre de reprises, j'ai claqué le livre en disant c'est bon, j'arrête plusieurs fois. Bon, bref, je vous en reparle. J'ai ensuite reçu ces merveilles qui sont donc la saison des débutantes, tome 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai le 1, pas là-bas, ah ben je l'ai là. Je le prends tant qu'on y est. Hop, ici. Voilà, parce que j'ai préparé un réel là-dessus. Vraiment, MC Beaton, je ne comprends pas. C'est un génie parmi les génies. En ce moment, j'ai écouté dernièrement celui-là. J'écoute tous les soirs des livres audio, ou quasi, pour m'endormir. Je l'ai écouté en audio. J'ai trouvé ça tout aussi bon que Agatha Raisin, etc. Et je me suis dit, mais bon sang, mais ça date de quand cette affaire? Parce que quand même, on dirait qu'elle l'a écrit hier, alors que MC Beaton, elle est décédée, hein, il n'y a pas si longtemps. Mais bon, je veux dire, ça, elle vient pas de l'écrire, hein, clairement. 1992, l'année de ma naissance, il y a 33 ans. Pardon? Mais comment est-ce possible? Comment cette dame peut écrire d'une manière si moderne, avec des livres si efficaces? Chaque livre fait grosso modo 6 heures d'écoute, 6 heures de lecture. Il n'y a jamais de temps mort, mais en même temps, il n'y a rien qui est trop, il n'y a rien qui est pas... C'est parfait, vous voyez? C'est parfait, c'est exactement ce que vous attendez de votre lecture. Et c'est d'une modernité à toute épreuve. Vous m'aurez dit, ça a été écrit hier, je vous crois. Je ne sais pas comment c'est possible. Et en plus, cerise sur le gâteau, pompon sur la Garonne, elle écrit que dans des thèmes qui m'intéressent et qui sont de manière générale à la mode actuellement. En l'occurrence, Cozy Mystery dans les Cotswolds, dans la campagne anglaise donc, Cozy Mystery
en Écosse. Donc, tu sais, l'Écosse, les Cotswolds, l'Angleterre, on aime, nous, notre génération de lecteurs aime beaucoup ça. Visiblement, c'était aussi le cas avant, mais en tout cas, voilà. Elle écrit donc aussi donc, la saison des débutantes et également les chroniques de Bond Street dans un Londres du 19e siècle, en mode dans un air de la chronique des Bridgerton. Idem pour Meurtre et séduction, qui est le premier tome de la série Les enquêtes de Lady Rose. Donc, cette autrice, moi, j'ai décidé, je veux tous les livres là de ces 5 séries. Hamish Macbeth, donc, en Écosse. Agatha Raisin, Cosy Mystery en Angleterre. Là, j'ai déjà écouté 20 tomes, hein, donc j'en suis pas au début de la série. Les chroniques de Bond Street, j'ai déjà écouté l'un. Là, j'ai tous les tomes de la saison des débutantes. Et je veux aussi tous les tomes des enquêtes de Lady Rose, parce que je les mange, je les bouffe, c'est génial. C'est génial. Donc, en plus d'être génial, c'est dans des super éditions que je trouve ça aussi d'une modernité à toute épreuve. Enfin, je veux dire, ils sont tous géniaux. En plus comment dire, de série en série, ils gardent la même patte, le même ton, les mêmes types d'illustrations, etc. Donc, ça fait une espèce de grande collection avec une homogénéité, une continuité dans le design, dans les formats des livres, etc. Bref, pour moi, c'est un sans faute. MC Beaton, c'est clairement devenu l'une de mes autrices préférées, pour le coup, alors que moi, je suis plutôt fantasy à la base, mais j'aime beaucoup aussi quand même le Cosy Mystery, et de temps en temps, je lis 2-3 autres choses différentes, mais de manière générale, c'est la fantasy que je lis à 90% du temps. Et MC Beaton, qui n'écrit pas un pet de fantasy, est devenue l'une de mes autrices préférées. Alors là, tour de force, fallait quand même le faire, elle l'a fait. Et pour rester dans l'ambiance, j'ai reçu le tome 3 des Chroniques de Bond Street, puisque donc j'ai déjà écouté le 1. Et d'ailleurs, dans les Chroniques de Bond Street, en fait, il y a 2 romans à l'intérieur. Ici, donc nous, ils nous sont vendus comme un seul tome, mais en réalité, il y a 2 romans. Est-ce que c'est le cas partout? Dans le 1, c'était le cas, et dans le 2 aussi. Vous voyez, regardez, hop, au milieu, on tombe sur un deuxième roman. La dernière saison, chapitre 1, etc. Donc, il y a bien 2 tomes par tome, au final. C'est pas vendu comme ça, mais les 2 tomes originaux en anglais ont été condensés dans un seul tome en français. Donc, ça vaut le coup. Et c'est sûrement pour ça qu'ils sont un peu plus gros, pour le coup, que toutes les autres séries. Et j'ai reçu également Le Seigneur des Anneaux. Alors là, j'ai que 2 tomes, parce que je vous ai dit que j'étais en train de lire le tome 1, qui est là-bas. Est-ce que il est là? Oh non! Bon, il est à ma chambre. Allez, on va faire avec le tome 2 et le tome 3, que je vous montre. C'est donc une édition limitée de chez 10-18. J'avais très envie de lire Le Seigneur des Anneaux parce que j'avais vu les films il y a plusieurs années. Je les avais beaucoup aimés et je n'avais jamais lu le texte original. Je suis en train de le lire, alors je me suis fait happer par le chapitre 1, mais j'ai trouvé ça... J'ai adoré l'écriture, chapitre 1, parfait. Alors ça, je me le suis gardé en tête. Vous voyez, quand vous écrivez un roman, le chapitre 1, peaufinez-le bien, parce que c'est comme ça que vous rentrez dedans. Par contre, pour l'instant, bon, je trouve qu'il y a des longueurs très très longues. Voilà. Disons qu'on sent que c'est un texte qui a 100 ans, quoi. Et 100 ans? Oui, même. De quand ça date? Oh, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est un texte, c'est vieux. Pas 100 ans, j'ai abusé. En 1937, il publie Le Hobbit avant d'entamer Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est juste qu'il est né en 1892, donc 1800, je me suis dit 100 ans. Non, bon, ok. 1937, Le Hobbit. Bon, donc ça fait pas 100 ans, mais ça fait 50 ans, bien comme il faut. Ou pas. En bref, on s'en fiche. Et on sent que c'est daté, dans le sens où, bon, il y a l'écriture, déjà, qui n'est pas une écriture très moderne, soit. Mais d'ailleurs, pour le premier chapitre, du coup, j'ai trouvé ça merveilleusement bien écrit. Mais par contre, il y a vraiment des longueurs. Hein. Si vous voulez vous lancer dedans, attendez-vous à vous taper par de 20 à 30 pages ils marchent dans la nature et la colline et ils prennent à gauche et ils prennent à droite et le brin d'herbe il est vert et le ciel est bleu et les oiseaux chantent. Ah, et il y a peut-être quelqu'un qui me suit et puis ils sont fatigués, puis ils s'arrêtent et puis ils mangent et puis là ils dorment et puis ils repartent. Vous voyez, pendant 30 pages des fois. Et vous lisez que ça, et il ne se passe rien. En fait, il ne se passe rien, ils marchent, quoi. Ils marchent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Donc, je veux bien qu'il faut comprendre qu'ils avancent, mais bon, au bout d'un moment, on aurait peut-être pu faire plus court. Donc, ce n'est pas les romans plus modernes où on essaye un peu, des fois, quand même, de faire un peu plus concis, parce que c'est cool, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même les péripéties et l'enchaînement, à mon sens,
de leur voyage et de quand il y a des choses qui se passent parmi le voyage, leur quête, parce que leur quête dure quand même 3 gros tomes, et encore que dans le tome 1, alors je ne sais pas si c'est le cas dans cela aussi, mais à la fin, dans l'index, il y a marqué livre 1 et livre 2, sachant, et là aussi, livre 5, livre 6. Donc en fait, dans un tome comme ça, il y a 2 tomes. Et donc, en gros, il y a 6 tomes en tout, du coup, réunis dans 2, vous avez compris, 3 tomes complets. Et il y a des moments assez longs. Des moments assez longs. Et alors, dès qu'il se passe un truc, c'est génial. On est tout de suite dedans, c'est bien écrit. Mais rapidement, ça y est, ça redevient à la normale. Ils trouvent la solution. Ils trouvent quelqu'un qui les sauve. Ils font une rencontre, ils font un truc. Et là, de nouveau, c'est long. Ils se font accueillir chez l'habitant. Et là, pendant des pages et des pages, vous lisez que... Ils s'assoient à table, puis ils s'assoient devant le feu, et puis ils mangent, et puis ils remercient, et puis ils vont dormir, et puis c'est le lendemain, et puis ils recommencent, et des fois pendant 2 jours on vous raconte la même chose. Donc, bon, c'est là que j'ai des petits... Des fois, j'ai pas envie de l'abandonner, hein, parce que j'ai envie de le lire, mais je pense que je vais lire livre 1, je vais faire une pause. Donc, c'est-à-dire la moitié finalement de ça, parce que ça fait entre 7 et 800 pages. Donc, c'est des gros morceaux, on ne dirait pas, mais les pages sont très fines. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez vous lancer dans le Seigneur des Anneaux, sachez que il faut savoir cela. Voilà. Moi, je ne le sachais pas. Mais bon, maintenant que j'y suis, j'y vais, mais je vais faire des pauses entre chaque parce que non. Là, je suis à plus de la moitié du coup du livre 1. Ils n'en sont pas très loin et on m'a décrit beaucoup de feuilles et de brins d'herbe. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. Et bien, c'est fini. Je n'en ai plus. Et Mazette, quand même, c'est passé vite, non ? Quelle heure est-il ? Eh bien, il est l'heure d'aller chercher mon fils à l'école. Voilà. Donc, sur ce, mes girls, je vous laisse ici. On va se revoir très bientôt, croyez-le bien. Et en attendant, ne ratez pas là le prochain point lecture, hein, n'est-ce pas, sur ça et les autres, parce que j'ai plein de points lecture à vous faire là du coup, parce que j'ai beaucoup de retard. Mais ne ratez pas le point lecture sur ça, parce que j'ai besoin de votre avis. Vraiment, j'ai besoin que vous me disiez si je suis à côté de la plaque ou... Je pense que je retrouverai des petits passages et je lirai le petit passage et je dirai, voilà, là par exemple, c'est pas possible. Qu'est-ce que... Bon, vous me direz, d'accord ? Vous me direz. Bon, ça va, ça c'est bien fini, hein, mais quand même, ça a été une aventure. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur musebook.club, qui est donc le site où vous pouvez retrouver tous les t-shirts littéraires et sweatshirts également, et d'autres choses, des mugs, bref, des belles choses littéraires. Et également sur l'Instagram de Musebook Club, où je posterai quelques réels de temps en temps. Je vous dis à très vite mes girls. Bye!